Alors bonjour les amis, c'est le numéro 27 de la revue de la semaine. Et évidemment, il y en avait parmi vous qui croyaient que c'était terminé avec l'élection présidentielle. Mais comme la lutte continue, et que maintenant nous voilà dans les élections législatives, où j'espère bien qu'on arrive à concrétiser ce qu'on a manqué de si peu à l'élection présidentielle, eh bien la revue de la semaine, elle continue. D'autant que c'est un bel outil, on est déjà 365 000 abonnés. Hein. Donc je pense qu'on va arriver aux 400 000 d'ici peu, ce qui quand même représente un média qu'on peut qualifier cette fois-ci de masse. Pour vous donner une idée, on en est à 30 millions de vues. Hein. Je dis ça pour tous ceux qui regardent ça un peu de haut. YouTube, c'est aussi cette possibilité-là qu'on a de s'exprimer. Et moi, j'ai besoin de pouvoir garder cette liberté. Je suis à nouveau engagé dans la suivante bataille, je vais vous en parler. Et vous vous doutez bien que je n'arrive pas dans un endroit où la presse locale va faire autre chose que d'essayer de me tirer dans le dos, hein, évidemment, comme d'habitude. Enfin, si jamais il y a une bonne surprise, je vous le mentionnerai, hein, je vous le dirai. Voilà, mais ce n'est pas le cas. Bon, alors, allons-y. Générique. D'abord, je vous parle de la bataille des élections législatives. D'abord pour que vous compreniez bien l'affaire, parce qu'elle a l'air assez embrouillée vue de l'extérieur. Vous avez un président de la République qui vient d'être élu, mais il n'a pas de majorité dans le pays, ni de majorité politique, ça il va essayer de la construire, c'est bien normal, hein. Mais surtout il n'a pas de majorité sociale, il n'y a pas un groupe social en France, à part les très riches et les très puissants, qui se dit, bon, on attend quelque chose de ce pouvoir, hein. Comme par exemple, pour ce qui nous concerne, il y a un groupe très, très ample, très, très large de gens qui se disent, si Mélenchon est élu, on aura la planification écologique, ils vont s'intéresser à ces questions. Bon, c'est pas le cas avec eux. Surtout d'ailleurs, surtout pas pour la planification écologique, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais le débat d'entre les deux tours, qui était plus question minable, pas un mot. Alors ils ne sont pas au courant, le changement climatique, tout ça, rien. Bon, bref, je reviens à mon affaire. L'élection législative, en réalité, elle va poser la question de savoir qui gouverne vraiment le pays. Parce que la Constitution de la Ve République donne des pouvoirs très très importants au président de la République, mais aussi au Parlement. Le Parlement a aussi des pouvoirs. Et s'il y a une majorité au Parlement qui n'est pas celle qui a élu le président de la République, ça donne quelque chose qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà connu, c'est la cohabitation. Le président est d'une couleur et l'Assemblée est d'une autre. Et évidemment, le programme qui s'applique, c'est le programme de l'Assemblée. Donc, pour nous, c'est une possibilité de voir mettre en œuvre notre programme, parce que nous, on ne s'est pas battu pour une personne, ou pour, je ne sais pas quoi, moi, pour une personne et ses copains, hein. On s'est battu autour d'une idée et d'une manière de faire qui est contenue dans le programme qui s'appelle l'avenir en commun. Donc on va mener une campagne tambour battant. Et évidemment, moi j'ai tenu, je veux qu'on comprenne bien qu'il y a un lien avec l'élection présidentielle. Donc il ne s'agit pas de transformer le résultat du vote. Si vous avez voté France Insoumise, vous avez voté France Insoumise pour le programme l'avenir en commun, vous n'avez pas voté pour autre chose. Donc je ne vais pas venir vous voir et puis vous dire « Ah ça y est, je me suis arrangé avec tel parti, tel autre. » Et les amis, vous n'avez plus qu'à faire ce que je vous dis, votez pour tel ou tel parti. Bon, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Un, c'est pas possible. Deux, c'est pas souhaitable. Il faut que les gens, ils votent pour un programme. Parce que si vous me donnez une majorité parlementaire, c'est le programme que je vais appliquer. Je ne vais pas me mettre comme Macron à l'étripotage à peine élu. Parce qu'il n'a pas le choix, cet homme-là, hein, forcément. Il a reporté, au-delà du raisonnable, les moyens de faire de la politique efficacement dans le pays. Bon. Donc voilà pour les élections législatives. Donc on a décidé qu'il fallait que j'y aille. Bon, je ne vous dis pas que c'était moi le premier qui a eu cette idée, hein, loin de là. Pourquoi ? Parce que tout le monde a dit tu ne peux pas annoncer aux gens, on va faire campagne pour gagner aux élections législatives et mettre en place un gouvernement qui applique le programme de la présidentielle, et le gars qui a porté cette idée pendant plus d'un an, tout d'un coup, il n'est pas là. Hein, alors ça, je pense que personne n'aurait compris ça. Et donc on a décidé après ça que, il fallait que je sois moi-même candidat dans cette élection, parce que c'est le prix pour être crédible auprès de vous, même si ça doit me crever, parce qu'il faut faire une campagne locale, et puis il faut faire la campagne nationale. On a décidé ensuite que, évidemment, on ferait le lien total entre les deux.
c'est-à-dire l'élection présidentielle qui vient d'avoir lieu et la législative. C'est pour ça que vous allez voir partout des affiches où on me voit moi en gros, on voit le FI, qui est le symbole de notre campagne, hein, et puis la photo des candidats titulaires ou suppléants. Bon, pourquoi on fait ça? D'abord parce que pour la France insoumise, le problème, c'est pas les égos de Pierre-Paul ou Jacques, hein, c'est qu'on arrive bien à nous reconnaître au milieu de la confusion. Si on fait un tel effort, c'est parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui entretiennent la confusion. Hein. Il y a plein de gens qui, les ralliés de la 25e heure de la campagne et tout, qui au dernier moment, Mélenchon par-ci, Mélenchon par-là, on croirait que j'ai passé mes vacances au camping avec eux et que j'ai été à l'école primaire ensemble. Non, c'est pas le cas du tout. Hein. Donc il n'y a qu'une manière de continuer le combat que vous avez mené avec moi pendant l'élection présidentielle, c'est de prendre les bulletins de vote où il y a un FI dessus. Et les seules affiches qui me représentent, après on a le droit de faire ce qu'on veut, hein, c'est celles où je suis dessus, où il y a les suppléants. Bon, bref. Là-dessus, où vais-je aller? Il faut assumer la nouvelle situation. Et vous autres qui me regardez, réfléchissez-y. On a été en tête dans des dizaines de villes, et dans les très grandes villes. Donc on a fait un choix politique. On s'est demandé où est-ce que ça valait la peine que j'aille pour porter la parole de l'endroit où je vais. Hein. Alors je sais bien, les petits notables locaux, quand ils me voient arriver, alors là, ils poussent des cris d'orfraie, mon Dieu, catastrophe, tout leur petit système est ruiné par ma présence, parce que réellement, j'en ai rien à faire d'eux, ni de ce qu'ils sont en train de tripoter depuis des années. Où que j'aille, hein, je vous le dis, c'est pas réservé seulement à là où je vais, donc je m'en fiche. Et je viens pour mener un combat politique. C'est comme ça que j'ai choisi d'aller à Marseille. Parce que c'est une ville qui concentre tout ce qui se passe dans le pays, hein, socialement. C'est-à-dire extrême pauvreté. Le canton le plus pauvre de France, et peut-être d'Europe, il est là-bas, à l'endroit où je me présente. Extrême richesse, parce qu'il y a des gens très riches qui sont là. Les services publics dégradés, tout ça, enfin, tout ce que vous connaissez, tout ça, c'est dans Marseille. Et Marseille n'a pas de représentation politique devant le pays. C'est-à-dire c'est une ville, quand je dis une ville, hein, vous avez bien compris, je ne vous parle pas du territoire, moi je vous parle des gens. C'est la seule réalité qu'il y a dans une ville, c'est les gens. Eh bien, ils ne parlent pas au pays. Si bien que le pays peut se donner l'illusion que tout ça n'existe pas. Eh bien, c'est raté, me voilà. Hein. Maintenant, vous allez en entendre parler. Si les gens, évidemment, m'élisent, mais vous entendrez parler de cette réalité-là et vous allez la voir. Bon. Alors, je vous passe sur les querelles secondaires, on s'en fout, pourquoi cette circonscription ou une autre, parce qu'il y a des gens, ils sont tellement micro-localistes qu'ils n'arrivent même pas à comprendre qu'on puisse mener une bataille d'ensemble. Mais vous allez voir, parce que j'espère que ça booste un petit peu tous nos candidats, et vous allez voir la belle équipe qu'on va amener à l'Assemblée nationale, de toutes les circonscriptions là-bas. Vous allez voir, ça va être super bien. Bon. Donc, voilà pourquoi je suis entré en campagne, et voilà pourquoi je remets en route la revue de la semaine, pour qu'on puisse parler à nouveau, je puisse vous parler directement de ce que je suis en train de faire, de ce que je prévois. Alors évidemment, moi je préférais pas parler tout le temps d'élections, j'ai d'autres sujets hein, à traiter. D'ailleurs là, je vais le faire, je vais vous parler d'un autre sujet. Il s'agit de l'industrie. Donc, mais n'empêche qu'on va quand même parler de cette campagne, parce que si on ne le fait pas nous, eh ben, personne ne le fait, à notre place en tout cas. Nous, il faut qu'on assume notre première place et notre importance dans le paysage politique et pour la suite. Le programme L'avenir en commun, un jour ou l'autre, il va s'appliquer. Moi, je souhaite que ce soit le plus tôt possible. Et vous pouvez le faire, parce qu'il y a les élections législatives pour ça. Je vous demande de prendre ça au sérieux, parce que si vous ne saisissez pas l'occasion des élections législatives, qu'est-ce que vous allez faire après? Il vous restera, évidemment, ce qu'on va faire, la lutte à tous les jours. Hein. Mais quand même, on pourrait s'épargner ça. Il suffit de voter du bon côté, c'est-à-dire de voter la France insoumise pour les candidats du FI, et le programme s'applique. Bon, alors, voilà quoi. Alors déjà, à la présidentielle, j'espère qu'il y en a 2-3 qui ont réfléchi depuis, qui ont dû se dire, ah bon sang, si on avait donné un petit coup de main à la France insoumise et à Mélenchon, peut-être qu'on y serait arrivé. On serait arrivé au deuxième tour, et moi, je me permets de vous dire, à n'importe lequel, je le pliais, hein, parce que je n'aurais pas, moi, permis, comme a fait Mme Le Pen, qui est quand même la complice absolue du système. La fille, elle arrive au deuxième tour, elle est tellement caricaturale qu'en réalité, sa seule présence est une invitation à voter pour l'autre. Hein. Évidemment, ça aurait été totalement différent si on était arrivé à ce deuxième tour. Donc vous savez que vous pouvez tous y faire quelque chose, c'est avec vos bulletins de vote. Et vraiment, bon, alors si ça ne marche pas, on verra bien, hein, vous aurez toujours l'occasion de vous plaindre, mais la probabilité la plus grande, c'est que ça marche, parce qu'à nouveau, les sondages montrent, bon, ils ne nous arrangent jamais les sondages, hein,
Alors je ne sais pas pourquoi on serait les seuls qui ne seraient pas comme exactement au niveau de la présidentielle. J'en crois pas un mot, parce que ce que me racontent tous mes amis partout, c'est qu'il y a du monde dans toutes les réunions, que tout le monde veut donner des coups de main, que c'est reparti pour les coups de téléphone, tous azimuts. Il y a donc une grande force qui est en train de se remobiliser. Moi je suis très optimiste, mais il faut que tout le monde s'y mette. D'accord? Bon, maintenant je passe à l'autre sujet. Je vais vous parler de l'industrie. Parce que quand on est écologiste, on sait que pour changer le mode de production, hein, on ne peut pas se contenter de formules en général. Il n'y a qu'à faucon, d'accord? C'est pas possible. Il va falloir changer les machines, il va falloir changer les process de production. Évidemment, il va falloir que la formation des producteurs, elle aussi, elle change. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas dire je vais faire une économie, un modèle économique écologiste, si vous ne maîtrisez pas les machines et les process de production, si vous ne savez pas le faire, concrètement, techniquement. C'est pour ça que dans la culture écologique qui est la nôtre, il y a un goût pour la technique, pour les outils, pour comment ça marche, quel est leur fonctionnement, comment on peut améliorer le bilan énergétique, comment on peut créer des modèles circulaires où on récupère les déchets pour ensuite les réinjecter dans la production. Tout ça, c'est du travail humain et c'est des machines. Hein. Bon. Vous avez peut-être vu pendant la campagne, je suis allé dans une entreprise qui recyclait les déchets d'ordinateurs, frigos, toutes ces choses-là, d'accord? Les sèche-cheveux, que sais-je encore, tous ces trucs où il y a des machines, où il y a de l'électricité. Bon, ils récupèrent tous les matériaux, le cuivre, l'or. Bon, à un moment donné, il faut voir, il y a du travail humain, par la force des choses. On est obligé. Bon, on met les mains dedans et on trie. Mais il y a des moments où il faut des machines super pointues. Hein. Par exemple, là où j'étais, il y a une machine qui reconnaît les plastiques d'après leur couleur ou d'après leur densité. Et elle trie. Hein. Ça, c'est pas la main humaine qui peut le faire parce que les êtres humains ne sont pas capables de repérer le contenu d'un plastique. Ça, c'est pas possible, ça se voit pas. Hein. C'est donc la machine qui le fait. Et vous voyez que c'est le top, quoi. C'est des machines, le maximum de ce qu'on sait faire dans la technique. D'ailleurs, la fois où j'étais là-bas, les machines qui faisaient ce tri, la machine qui faisait ce tri, elle était allemande, mais tout le reste qu'il y avait autour, c'était des machines fabriquées en France, hein, pour organiser le tri lui-même. La machine allemande, elle repérait la nature des déchets. Ça, on saurait le faire, hein, si on voulait. Alors, vous comprenez que cette affaire d'industrie, elle est décisive pour le modèle économique que nous, on veut mettre en place. Pour ça, je fais attention à ce qui se passe dans notre pays. Alors, il y a les entreprises qui ferment, et chaque fois qu'on en ferme, vous perdez le savoir-faire. Hein. Par exemple, quand vous êtes dans des entreprises où des travailleurs utilisent des moules pour l'industrie. Hein. Bon, alors vous pouvez vous dire, ah bah, par exemple, c'est des moules pour les voitures, alors on s'en fout. Ben non, on s'en fout pas. Parce que si on sait faire fonctionner et produire à partir des moules, il faut produire les moules eux-mêmes. Hein. Ensuite, il faut assurer la qualité, hein, pile poil de la production. Les moules qu'on fait aujourd'hui pour faire ceci, demain on en ferait d'autres pour faire d'autres choses. Donc c'est vital. Et c'est ça qui m'amène à un des conflits qui a lieu en ce moment en Creuse, hein, dans le département de la Creuse. Et pour être plus précis, la ville s'appelle La Souterraine. Bon. C'est là que passe le train qui vient de Paris, on peut descendre dans la gare de La Souterraine. C'est une situation très grave. On a là une entreprise et les gens qui sont là vivent dans une angoisse mortelle. Eux, ils fabriquent des pièces pour l'industrie automobile. Et on leur a dit que leur entreprise allait fermer, mais personne ne leur dit rien. Ou quand on leur annonce quelque chose, par hasard, c'est des mauvaises nouvelles qui font très peur. Et le 23 mai prochain, il va y avoir un jugement du tribunal de commerce. Alors là, quand on commence à parler tribunal de commerce, en général, ça finit mal. Vous vous rappelez tous les dossiers dont on a déjà parlé ensemble dans cette revue de la semaine. Le tribunal de commerce, c'est pas des aigles. Hein. Donc ils regardent combien il y a de dettes et ils regardent ce qu'il y a à vendre dans l'entreprise. Et si jamais il n'y a pas de repreneur qui offre de quoi régler les dettes, des fois, quand je dis la dette, je ne vais pas parler comme ça. Parce que dans la dette, ils comptent ce que coûte le licenciement des travailleurs. Okay, bon. Et donc, ils regardent ce qu'il y a dedans, on vend tout, tchouf, dehors, le carnet de commandes. Et les machines, quelqu'un les reprend et se sauve. Ça s'est produit déjà à plusieurs reprises. Alors cette boîte, elle s'appelle GM&S. Bon. Et les gens sont furieux. Et je les comprends. Et ils ont décidé de formes d'action qui sont très rudes. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Alors d'abord, ils ont fait les choses qu'on fait quand on veut être cool. Alors ils ont fait l'opération escargot, la manif, la pétition, tout ça, d'accord? Et les puissants maintenant regardent tout ça, s'en foutent. Genre, allez gesticuler, de toute façon, vous savez bien que vous allez mourir. Sauf que là, les ouvriers de cette entreprise, ils ont dit non, pas question. Ça va coûter à tout le monde cette affaire, pas qu'à nous, se disent-ils. Et moi, je leur donne raison. Alors on va me dire, ah monsieur Mélenchon, vous défendez des gens qui ont des méthodes extrêmes. Eh bien oui, moi je défends les gens qui ont des méthodes peut-être extrêmes, c'est eux qui les décident, hein. C'est eux qui prennent les risques. Mais les autres de l'autre côté, ils n'ont pas des méthodes extrêmes en combattant comme ça de pauvres gens qui veulent juste vivre de leur travail et qui le font bien. C'est pas des méthodes extrêmes de laisser des gens comme ça dans l'incertitude totale en se préparant à leur piquer leur boulot, à leur enlever leur paye. Vous y allez, vous, à la souterraine, pour leur proposer un autre métier, un autre travail? Vous savez que tous ces gens-là, ils ont des maisons là-bas, et les gosses sont à l'école à côté? Ou vous croyez que c'est des pions qu'on peut bouger comme ça pour aller où d'abord, s'il vous plaît? Donc le traitement qu'on fait à ces gens est terrifiant. Alors ils ont pris des mesures dures. Ils ont décidé de piéger leur entreprise, avec des bonbonnes de gaz et d'essence. Comme ils connaissent la boîte comme personne, hein. Il y en a qui ont 20 ans, 25 ans là-dedans, hein. Personne ne connaît l'entreprise comme eux. Et je mets en garde ceux qui s'amuseraient à avoir l'idée d'aller les déloger, hein. Ça va mal se passer. Ils ont piégé l'entreprise et ils ont fait encore autre chose. Ils ont commencé à découper les machines. Vous savez, quand un ouvrier ou une ouvrière hautement qualifié commence à découper une machine, c'est qu'il n'en peut plus. Il est à la limite. Pourquoi? Parce que les gens qui ont une haute qualification, en général, ils aiment leur machine, ils la connaissent quasiment comme une personne, hein. Et au bruit, des fois, ils savent ce qu'il faut faire, si elle va bien ou si elle ne va pas bien, suivant, hein. Et si par hasard ça ne va pas bien, où est-ce que ça ne va pas bien? Il y a une relation très particulière entre le travail hautement qualifié et la machine. Les gens qui ne connaissent pas ça, c'est parce qu'ils connaissent pas, on ne peut pas tout savoir, mais ils ne connaissent pas ce que c'est que la production et le rapport d'un travailleur à sa production. Donc ils ont commencé à découper au chalumeau les machines. Voilà où on en est. C'est pour ça que moi je veux en parler. Je ne peux pas faire grand-chose, c'est pas moi qui suis sur place, c'est pas moi qui prends les risques, c'est pas moi qui décide de l'action, mais moi je veux profiter de cette occasion pour dire je suis solidaire. Alors vous allez voir les cris que ça va pousser, hein. On va dire comment vous défendez des gens qui mettent des bonbonnes de gaz et tout ça. Ben oui, j'assume, je les soutiens. Et je demande à ceux qui me regardent, hein, vous aussi soutenez-les. Envoyez un petit message d'amitié. Et si vous êtes autour, hein, si vous habitez là-bas, par là-bas vers la souterraine, dans la Creuse ou le département autour, allez leur donner un coup de main. Ramassez des sous pour aller leur porter pour qu'ils puissent tenir bon dans la lutte. Et puis faites connaître cette lutte. Aidez les gens à ne pas se faire étrangler dans leur coin. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de luttes dans le pays. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous n'en entendez pas parler, hein, mais il y a des centaines de milliers d'heures de travail perdues dans les luttes. Des centaines d'actions partout, 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 partout. Ne croyez pas que ce pays est en train de se laisser faire. C'est pas parce que on a élu de manière imprévue un nouveau président qui est très libéral, que le pays est devenu résigné. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et pendant que j'y suis, je termine sur mon sujet, je vous demande de regarder un peu plus attentivement ce qui se passe autour de vous. En ce moment, dans l'industrie, il se passe des choses qui vont s'accélérer. Parce que le nouveau président, lui, il aime les privatisations. Il envisage d'en mettre en œuvre dans la téléphonie et dans d'autres domaines, dans l'énergie. C'est-à-dire les secteurs clés, ceux à partir duquel on organise le reste. Alors vous imaginez la situation? On enlève les outils de production industrielle. Ensuite, on retire, ou on affaiblit les outils qui produisent l'énergie dont on a besoin. Ensuite, on affaiblit les réseaux par lesquels l'info circule pour mieux la contrôler soi-même. Et depuis quelque temps, je trouve qu'il y a une offensive sur les grands moyens de production français. Par qui? Pas par les Russes, par les Américains. Voilà comment ils font.
Ils rentrent dans une entreprise, au début ils disent « Ah bon, viens, on apporte un complément, c'est une fusion égalitaire, gagnant-gagnant, gnan-gnan-gnan-gnan », tout le monde connaît ça. Hein. Et puis à la fin, au bout de quelques temps, vous vous apercevez qu'il y en a partout, que les Américains contrôlent tout, ramènent les brevets aux États-Unis d'Amérique. Ils ont fait ça pour Sanofi, première boîte à produire des médicaments en France. Je vous signale que ça a quand même à voir avec la sécurité sociale, hein, la production des médicaments, parce que c'est eux qui fixent les prix, et puis c'est la sécurité sociale qui paye. Donc c'est la vache à lait hein, pour eux. Donc nous on était partisans du fait qu'on renverse la situation, c'est-à-dire la production des médicaments contrôlée par la collectivité et pas par le privé. Le privé contrôlant hein, le collectif. Bon, ça a été le cas de Sanofi. Alstom, General Electric, quand même, ils produisaient des machines dont on a besoin, des éoliennes et ainsi de suite. Tchouf, c'est parti, General Electric, c'est chez les Américains. Alcatel-Lucent, pareil, une grosse boîte qui fait du câble, de tout ce qui est à la basse tension. Vous voyez, alors notamment une entreprise proposait le câble sous-marin qui permet de faire transiter les données. C'est pas rien. C'est pas rien d'avoir ça, de pouvoir décider où on met un câble. Parce que sinon, vous demandez aux autres si vous avez le droit de mettre un câble. Et quand les Américains mettent la main sur une entreprise, après, ils considèrent que cette entreprise est soumise à la loi américaine. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'être américain pour qu'ils vous soumettent à leur loi, mais en tout cas, quand elle est américaine, c'est terminé. C'est eux qui décident. Si un jour ils décident que vous êtes sous embargo, terminé. Plus personne ne peut vous vendre s'il a 1 centime à voir avec 1 centime d'euro à voir avec les États-Unis d'Amérique, terminé. Vous vous imaginez que les Américains considèrent que les billets de banque leur donnent des droits. C'est-à-dire, si vous faites une affaire qui ne leur plaît pas et que vous avez utilisé des dollars, ils ont le droit de vous mettre une amende, comme si c'était à eux que vous aviez créé le tort. Donc il ne faut pas rire avec eux. C'est une grande puissance. Hein, et une grande puissance, elle exerce toute sa puissance. Alors je vous ai dit, je vous ai donné l'exemple d'Alcatel-Lucent, je vous ai parlé de Sanofi, je vous ai parlé de Alstom. Et maintenant, voilà Technip. Vous ne savez pas ce que c'est, vous. La Technip, c'est une très grosse boîte de parapétroliers. Hein. Bon, alors nous, on est pour la sortie des énergies carbonées, mais on veut contrôler le processus. Hein. Donc tout ce qui touche à ce parapétrolier nous intéresse. Au début, pareil, on a dit, c'est une entreprise conjointe, formidable, avec nos amis américains, qu'on s'aime tellement et tout ça. Et progressivement, les Américains embarquent tout ce qu'il y a là-dedans, les centres de décision sont aux États-Unis, et il reste en France ceux qui sont là et qui dépriment, certains se suicident, et puis les grands chefs, fichent le camp, ils vont dans d'autres entreprises. Les plus jeunes, qui voient bien qu'ils sont dans une entreprise qui est promise à asphyxier, à être tués, hein, ils cherchent à trouver du boulot ailleurs où ils vont avoir un profil de carrière plus intéressant. Je veux dire, c'est pas tout d'aller au boulot et c'est pas tout d'avoir la paye. Il faut aussi que, quand on sait faire ce qu'on fait, il faut que ça soit intéressant, sinon ça ne vaut pas la peine. Et voilà ce qui est en train de se produire en ce moment avec cette entreprise Technip. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il faut que j'en ai parlé une fois, comme je suis en train de le faire là, parce que je vous en reparlerai. Parce que je pense que c'est une offensive. Et que vous allez voir, le nouveau pouvoir va être extrêmement bienveillant à l'égard des acheteurs. Et je veux que vous vous intéressiez à comment ça se passe. Comment font les États-Unis pour nous braquer, une après l'autre, les entreprises. Soit ils viennent à l'amiable, ça dure rarement longtemps, soit ils ont un autre truc, comme ça a été le cas pour Alstom. C'est-à-dire, ils disent, là, il y a eu un problème, vous n'avez pas suivi, je ne sais pas quelle réglementation, ou vous avez essayé de corrompre quelqu'un, ou blablabla, et bam, ils vous mettent une amende d'enfer. Et l'amende, elle est d'enfer, et les poursuites juridiques contre les dirigeants. Donc les dirigeants, terminé, ils sont morts de trouille. Une fois qu'ils sont bien cuits, bien frits, bien préparés, l'Américain vient et dit, mais on va régler ça. Vous n'avez qu'à vendre, on va régler ça entre nous, et puis vous aurez une belle prime de sortie. Et les traîtres, que sont les dirigeants de ces grandes entreprises, réapparaissent en France avec un sourire d'une oreille à l'autre et disent « Ah, on a une idée formidable, on va s'étendre aux États-Unis, on va faire une entreprise commune, vous allez voir, ça va être magnifique, etc. » Ils ramassent le fric, ils s'en vont, ils plantent tout, et il ne reste plus aux Nord-Américains qu'à s'approprier l'entreprise. Bon, ça fait long comme explication, mais il faut que les gens qui participent à notre idée, notre programme, notre vision, il faut qu'ils s'intéressent à ces questions.
Hein. Il faut s'intéresser aux questions de la production. Vous ne pouvez pas être écolo si vous ne vous intéressez pas à la production. Et si vous vous intéressez à la production, vous ne pouvez pas ne pas vous intéresser à la propriété. Parce que clairement, si cette propriété relève du droit français ou si elle relève du droit nord-américain, ben, ce n'est pas pareil le résultat. Hein. Et vous verrez que le jour où nous on dira qu'on veut faire ceci et qu'on veut faire cela dans ce pays, que nos bons amis nord-américains diront tout ça, c'est tout des bolcheviks, on veut rien qu'ils fassent, eh bien ils vous retireront tout. Et vous n'aurez pas le câble, et vous n'aurez pas ceci, et vous n'aurez pas cela, et vous n'aurez plus accès à telle ou telle des productions que jusque-là, nous, on sait faire, les Français. OK ? Il faut bien réfléchir à tout ça. Alors, je ne vais pas finir ça sans parler d'un sujet aussi qui est d'intérêt très ample. Vous avez vu que dans le débat entre les deux tours, pas un mot d'écologie. Donc, rien sur les sujets qui sont directement des sujets liés à la pensée écologique, notamment le nucléaire. Parce que les deux, M. Macron et Mme Le Pen, c'est des fans du nucléaire. Ils adorent. Ça et le diesel, c'est leur truc. Je dis avec un peu d'humour, hein, mais franchement, ça fait mal de voir un débat qui concerne notre pays où vous avez deux personnes qui n'ont pas l'air d'être au courant de ce qu'est le problème numéro un de l'espèce humaine à l'étape actuelle. Et notamment, donc je l'ai dit, la question du nucléaire n'a pas été évoquée. Vous croyez que le problème est réglé? Juste parce qu'on n'en a pas parlé? Non, il est là. Et là, il y a les mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, elle vient de se produire aux États-Unis d'Amérique. Là-bas, ils ont un système d'enfouissement de déchets, de stockage, et une unité de production souterrain d'une surface grande comme 15 fois Paris. D'accord? C'est pas un petit trou dans un coin avec 4-5 cochonneries dedans. Hein. 15 fois Paris. Et à l'intérieur de cette affaire, il y a eu un effondrement d'une des tranchées. Et tout le monde là-bas dit, tout ça c'est super dangereux. C'est super dangereux, l'installation est super vieille et ça va super mal. Bon, je vous en parle pour que vous compreniez qu'on est déjà dans les problèmes qui résultent du passé nucléaire de nos pays. Et comme dans tous les pays du monde, on vous explique qu'il n'y a pas de sous pour la dépense publique, là-bas, il ne faut pas ce qu'il faut faire. Et ils laissent vieillir et donc se délabrer les installations dangereuses. Nous, les Français, nous allons avoir des installations dangereuses d'ici peu. À l'intérieur du prochain mandat, là, de 5 ans, il y a toute une série de réacteurs nucléaires qui vont atteindre la limite des 40 ans pour lesquels ils étaient construits. Et où il va falloir prendre la décision ou d'arrêter les réacteurs ou de les prolonger. Quand vous ne faites rien, ça veut dire que vous vous préparez à les prolonger. Parce que fermer un réacteur, ça veut dire organiser une production équivalente par d'autres moyens. Si vous ne décidez pas d'organiser ça, après vous avez beau jeu de dire « Ah bon, on ne peut pas fermer », puisqu'on ne peut pas remplacer. Donc nous allons voir dans les prochains jours quelle disposition prend le nouveau président par rapport à ce sujet. C'est la raison pour laquelle, si nous, on a la majorité au Parlement, le problème est réglé. Parce qu'on fera ce qu'on a dit dans le programme. C'est-à-dire qu'on fermera tous ces réacteurs. Pas question de remettre 100 milliards dans le commerce pour recaréner les vieilles centrales, les vieux réacteurs, et les remettre en route pour qu'ils marchent encore 20 ans. Cette opération-là, il ne faut pas qu'elle ait lieu. Alors, j'ai voulu en parler pour que vous y pensiez aussi. Et parce que moi, j'y pense, et je trouve que le signal d'alerte qu'on vient de recevoir des États-Unis d'Amérique, eh bien, il faut le prendre au sérieux. C'est pas parce que c'est loin que ça ne nous concerne pas. Bon, alors vous avez compris, la chaîne YouTube, elle va continuer. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Dans l'intervalle, le petit coup de main est le bienvenu, c'est les petits pouces bleus et puis les abonnements. Je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir 500 000 abonnés aussitôt que possible parce qu'on aura fait la démonstration qu'on peut comme ça construire un outil d'expression et de communication souterrain, hein, comparable à un circuit de médias officiel. À la rentrée, sans doute que je proposerai des tas de choses pour qu'on bâtisse du solide bien large.
Mais évidemment que cette chaîne est un des outils, hein, une des pièces de l'outil à construire. Voilà, merci de m'avoir écouté les gens, et je vous dis à la semaine prochaine, je vous raconterai la suite de mes aventures à Marseille et dans le pays.